et je vais donc vous présenter une conférence sur les documents graphiques dans les ateliers de vitraux au XIXe siècle. Un XIXe siècle que j'entends au moins jusqu'à la guerre de 1914. Alors, je pars d'abord d'une exposition qui s'est tenue au Victoria and Albert Museum en 1981, qui s'appelait Drawings, Technique and Purpose. Et cette exposition voulait montrer comment et pourquoi étaient exécutés les dessins conservés dans les musées. Euh, C'était une exposition avec un tout petit catalogue, mais quelques années plus tard, les textes du catalogue ont été repris et ils ont été republiés dans une version augmentée à l'occasion d'une exposition du Drawing Center de New York en 1984. Et ces deux catalogues considéraient les dessins non pas pour leur intérêt esthétique, ni pour leur iconographie, ils utilisaient plutôt une typologie fonctionnelle et selon l'usage des dessins. Et donc, ils interrogeaient finalement trois manières de dessiner ou trois buts. Dessiner comme si c'était une discipline pour se former, pour apprendre. Dessiner pour imaginer, pour se projeter, pour penser, ou encore dessiner pour être utile et pour obtenir des commandes. Évidemment, c'est bien de cette troisième manière de décider qu'il va être question aujourd'hui. Donc, euh, pour essayer de comprendre quels sont les documents graphiques, les dessins qui précèdent l'élaboration ou qui accompagnent l'élaboration d'un vitrail et qui montrent finalement qu'il y a bien un dialogue à travers ces dessins entre le peintre cartonnier et le peintre sur verre. Et donc il s'agit bien d'un dialogue pour reprendre le titre de notre série de conférences. Alors, je vais examiner successivement euh, trois sources, hein, trois lieux où on peut évoquer à la fois des vitraux et des dessins préparatoires. D'abord, l'atelier de Sèvres. Ensuite, l'atelier clermontois. Donc l'atelier de Sèvres, c'est entre 26 et 52 à peu près. L'atelier clermontois, une amplitude plus importante, je en reparlerai tout à l'heure, entre 1835 et 1940. Et enfin, à la fin, j'envisagerai quelques cartonniers parisiens entre 1880 et 1914. Donc, commençons donc par l'atelier de Sèvres. Alors, cet atelier, créé au sein de la manufacture de porcelaine de Sèvres, a été fondé en 1826. Il a été actif d'abord sous la Restauration, puis ensuite très actif sous la monarchie de Juillet, et il ferme au tout début de la Deuxième République, faute de commande. Cet atelier n'employait principalement que des peintres sur verre, à qui on demandait très rarement de concevoir les vitraux. Ils travaillaient sur le verre, mais ce n'était pas eux qui concevaient les vitraux, on faisait appel à des peintres extérieurs. À quelques exceptions près, on en verra une. Donc, l'atelier a engagé de nombreuses collaborations avec les peintres. Et certains des documents graphiques, donc produits par ces peintres, sont conservés, pas toujours à Sèvres d'ailleurs. Les archives de la manufacture de Sèvres sont très riches, mais c'est surtout pour les vitraux des archives concernant les chantiers, les commandes, les échanges de correspondance, etc. Et parfois on a quelques documents graphiques, mais il y a d'autres sources qui permettent de compléter les archives de Sèvres. Et vous allez voir qu'en général, ce qu'on demandait au peintre quand on commandait un dessin, eh bien on lui demandait une maquette, donc un dessin à échelle réduite, qui projette le vitrail, donc, et un carton à grandeur d'exécution. On va voir quelques détails. Alors, je commence par un chantier assez peu connu, pour lequel on possède euh, la maquette, le carton et une partie du vitrail. Donc, voici ici une maquette de Claude-Aimé Chenavard, qui date de 1828 et qu'on peut voir aujourd'hui au musée de Blois. Donc le vitrail
qui a été dessiné s'intitule La Renaissance. Pardon, je vous ai dit musée de Blois, excusez-moi, c'est le musée d'Angers. Et la manufacture de Sèvres conserve le carton à grandeur d'exécution, également dressé par Chenavard, c'est-à-dire qu'on demandait aux peintres, en tout cas pour Chenavard, de faire tout le travail, à la fois la maquette et le carton à grandeur. Alors, je ne peux pas vous montrer ce carton à grandeur parce que je n'en ai pas de reproduction. En revanche, je peux vous montrer le vitrail, ou du moins ce qu'il reste du vitrail, les vestiges. Le vitrail exécuté donc en 1929 pour le comte Turpin de Crissey et qui se trouve également aujourd'hui au musée d'Angers. Alors, l'intérêt de ce vitrail, vous voyez que c'est un vitrail avec des verres peints uniquement aux émaux, pratiquement. Et ce que vous voyez en noir, en fait, c'est pas un réseau de plomb, c'est un réseau de fer forgé. Voilà, ce qui est quand même assez euh, original. Donc je passe rapidement sur cette commande parce que finalement on a des documents mais ils sont pas tellement exploitables et je vais m'arrêter sur deux chantiers réalisés par la manufacture de Sèvres, pardon. D'abord le chantier des vitraux de Randan et ensuite quelques vitraux de l'église de Dreux. Alors, Randan, c'est une commande qui est assez intéressante. Pardon, je reviens un instant sur la vue du site. Vous avez le château aujourd'hui en ruine à droite. Vous avez ce grand bâtiment assez plat qui est le bâtiment des cuisines. Et puis tout à fait à gauche, le bâtiment de la chapelle. Et voici cette petite chapelle néoclassique, donc construite par l'architecte Fontaine. Voici un document donc de juillet 1830 qui montre donc une coupe euh, projetée de l'édifice. Et vous voyez que au centre, il y a bien une verrière et que cette verrière est assez détaillée puisque Fontaine prévoit donc une figure au centre et tout un entourage réalisé d'après des dessins de Percier, Charles Percier. Donc Fontaine a demandé à son ami Percier donc de dessiner l'ornement de ce vitrail. Mais pour les figures, eh bien, Madame Adélaïde d'Orléans, d'abord au départ, parce que quand ça a été commandé, euh, Louis-Philippe n'était pas roi, donc on disait juste Adélaïde d'Orléans. Elle voulait qu'on s'inspire pour les figures de gravures qu'elle possédait. Et ces gravures, c'était des gravures qui avaient été réalisées d'après des vitraux dessinés par Joshua Reynolds et qui avait été exécuté sur verre en 1777 par Thomas Gervais, qui est un peintre verrier londonien, pour la chapelle de New College à Oxford. Et voici ici une vue de ce vitrail avec les vertus. Et donc, Madame Adélaïde possède dans sa collection un livre avec ses gravures et elle le fait passer à la manufacture pour qu'on s'en inspire. Alors, je vous montre ici à la fois les vitraux et les gravures dont on s'est inspiré. Voici la foi, pardon, je suis allé vite, l'espérance, euh, la force et la justice. Et un peu exceptionnellement, pour cette commande, la manufacture n'a pas fait appel à un peintre extérieur. Elle a demandé à Antoine Béranger, qui est un peintre sur verre normalement, de bien vouloir dessiner la maquette. Et voici ici une image donc en noir et blanc de la maquette pour un des deux vitraux réalisés par la manufacture de Sèvres, donc la figure de la foi. Alors, je ne veux pas quitter cette verrière sans vous parler des ornements qui se trouvent autour, puisque Sèvres, les archives de Sèvres possèdent un autre type de documents assez rares et originaux. Donc, ici, vous avez un poncif. Donc, pour ces ornements, dont certains se trouvaient répétés à plusieurs reprises dans les deux verrières, on a essayé de tester des moyens de reproduction. Et voici donc un poncif
Donc c'est un papier fort qui a été percé de petits trous et on passait de la grisaille par-dessus, on frottait et normalement, par les petits trous, la grisaille se déposait sur le verre au-dessous. Et puis finalement, ça n'a pas été très concluant, donc on est passé à autre chose et on est reparti toujours des dessins de Percier. Et à partir du dessin de Percier, qui a priori n'est pas conservé, on a réalisé une gravure en taille douce, c'est ce que vous avez sur la gauche, hein, c'est la plaque de cuivre qui est gravée. Et puis on a testé des impressions classiques, hein, des estampes avec de l'encre, et ce que vous avez sur la droite. Donc, une fois qu'on était satisfait de la gravure, grâce aux impressions qu'on en avait faites, eh bien, au lieu d'imprimer avec de l'encre et d'imprimer un papier épais pour estampe, et on imprimait un papier pelure et on imprimait avec de la grisaille. Voilà. Et ce papier pelure était reporté sur le verre et cuit avec le verre. Donc la pelure brûlait évidemment lors de la cuisson et la grisaille pénétrait sur le verre. Et voici un de ces panneaux d'ornement. Alors vous voyez que ici c'est une vue qui a été faite au cours d'une restauration. Le verre a été repris après cuisson puisque on y a fait des rehauts de jaune d'argent. Et voici une image de ces deux verrières comportant donc les figures dessinées par Béranger et exécutées sur le verre par Vatinel, et tout autour les ornements dessinés par Percier et exécutés par ces procédés mécaniques. Alors, je voudrais évoquer maintenant les vitraux de la chapelle de Dreux, réalisés entre 1839 et 1852. Alors, je ne vais pas évoquer tous les vitraux parce qu'il y en a beaucoup. Voici ici une élévation et un plan de la chapelle de Dreux. Donc, une chapelle assez originale puisqu'il s'agit d'un petit édifice néoclassique avec une coupole qui a été chemisé ou inclus dans un agrandissement de type néo-gothique. Et je vais considérer trois ensembles de Dreux, ceux de la chapelle d'Axt, ceux du déambulatoire et la coupole centrale. Alors, ces vitraux ont eu beaucoup de vicissitudes hein, dans l'histoire. À droite, vous avez une aquarelle qui montre ces vitraux juste après leur pose en 1843, et ils sont plus visibles aujourd'hui. Alors, euh, cette chapelle d'Axe, donc, comportait des figures des trois vertus théologales et d'ange gardien. Et donc, vous avez ici une photographie ancienne. Alors, je rappelle peut-être la chronologie de ces vitraux de la chapelle d'Axe. Donc, je vous ai donné les dates 39-43. 39, c'est évidemment la date de la commande. Les vitraux ont été posés en juillet 1843, mais ils ont été détruits au mois d'août 1944, au cours de la guerre, donc, par un bombardement. Donc, voici une vieille image, une carte postale qui montre ce vitrail de euh, la foi et de l'espérance, pardon, excusez-moi, et la maquette qui est conservée dans une collection particulière, donc la maquette de l'espérance dessinée par Jules Ziegler. Et pour ce travail, eh bien, on ne possède pas, on possède quelques maquettes, il y en a certaines à Sèvres, et on n'a pas les cartons à grandeur. Alors je vais en venir maintenant aux vitraux du déambulatoire, réalisé entre 1841 et 43, donc commande au mois de mai 41, pose en juillet 43, mais également destruction partielle en août 44. Ce qui fait que aujourd'hui, sur les 12 verrières, les 8 verrières d'origine, pardon, il en reste 5 qui ont été remontées dans la chapelle d'Axe à l'emplacement de l'ensemble précédent. Alors, pour ces vitraux, on a des textes des correspondances très intéressantes, et notamment un courrier de Brognard qui a été envoyé à chacun des peintres d'histoire qui a été commandité, et à chacun, on demande une esquisse complète faisant connaître la couleur et un carton de grandeur d'exécution en grisaille
donnant exactement les contours et indiquant suffisamment les parties et le modelé. Voilà. Donc ça, c'est le courrier de Brognard en novembre 1842. Donc ce programme, hein, de ces 8 vitraux déambulatoires sont consacrés à la vie de Saint Louis et pour chacun de ces vitraux, on fait appel à un peintre d'histoire, parmi les plus célèbres de l'époque, les mêmes à qui, Louis-Philippe demande à peu près au même moment des grands tableaux pour la galerie des batailles du château de Versailles. Et donc un de ces peintres n'est autre que Delacroix et voici ici, la bataille de Taillebourg. Donc c'est un tableau de 1837 qui se trouve donc à la galerie des batailles du château de Versailles et vous voyez qu'on a un grand tableau avec un format horizontal, un rectangle horizontal. Or, les vitraux, eh bien, c'est un format vertical et donc il faut que Delacroix adapte et on possède 2 maquettes de Delacroix qui montrent comment il a adapté sa composition, déjà à un format vertical qui en plus était, pas un format strict rectangulaire puisqu'on a 2 lancettes trilobées. Donc ces 2 maquettes sont conservées, elles donnent pas beaucoup, d'indications. On aurait bien aimé avoir le grand carton en grisaille, mais a priori, il n'a pas été, conservé. Et voici ici 2 photos, du vitrail. Je vous montre une photo à gauche dans l'emplacement d'origine avec, le décor du tympan, d'origine, hein, les armoiries et à droite en couleur, une vue actuelle du vitrail avec le tympan, qui a été, conservé, enfin c'est les tympans d'origine de cet espace, de cette verrière. Et je voudrais maintenant évoquer, toujours pour Dreux, les 2 grandes verrières du transept. C'est sans doute les verrières qui sont les plus, connues, et les sans doute également les mieux documentées. Alors, heu, elles ont été commandées également en juillet 1843 et tout de suite, Ingres est chargé du dessin des figures et 4 de ces figures, donc il y aura au total 12 figures et 4 sont déjà, dessinées puisqu'elles ont été dessinées pour la chapelle Saint-Ferdinand de Neuilly et Viollet-le-Duc, lui, va être chargé de la partie ornementale des encadrements. Donc les commandes sont passées en septembre 43 à Ingres, en octobre à Viollet-le-Duc. Tout ça est fait mener tambour battant. Tout entre en magasin en juillet 44 et pour être aussitôt reposé avant le 13 juillet 44, qui est la date anniversaire de la mort du fils de Louis-Philippe. Et donc, il faut que le chantier soit terminé pour l'office funèbre qui a lieu à la chapelle de Dreux. Alors voilà une vue d'un de ces vitraux du transept, donc ces grandes figures de saints sur fond bleu avec cet ornement néo-gothique dessiné par Viollet-le-Duc au-dessus. Alors voici une de ces figures qui est la figure de Saint Louis et on possède une lettre de Robert, qui est le directeur de l'atelier de peinture sur verre à Brognard, en octobre 1843, qui explique à Brognard, après avoir rencontré Ingres, hein, et il lui dit que ce qui est projeté, c'est qu'on aura des grandes figures euh, qui seront, je cite, sur fond rouge, avec ornementation grisaille d'or surmontant les figures et remplissant l'espace laissé vide. Voilà. Or, vous voyez clairement que cette figure n'est pas sur fond rouge, mais elle est bien sur fond bleu. Alors voyons un peu les documents. Euh, Ici, le carton, euh, pardon, le carton dessiné par Ingres. Alors vous voyez que l'entourage et le couronnement n'est pas du tout le même, hein. C'est un carton entre guillemets récupéré, une deuxième édition, puisque ce carton avait été dessiné pour la chapelle Saint-Ferdinand quelques années avant. Donc, euh, une ornementation un petit peu différente. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, on peut, voilà, si je l'agrandis un petit peu, euh, on voit que le trait de contour est relativement discret. Donc, pour le peintre de la manufacture, il va falloir
placer les coupes de plomb et il va se servir principalement des quelques contours donnés par Ingres. Mais vous voyez qu'ils sont discrets. Le fond de la figure était laissé libre à destination, donc à la discrétion, si on veut, de la manufacture. Pourtant, on n'est pas complètement à enfin, la manufacture n'est pas complètement libre, puisque vous avez vu cette lettre que j'ai citée où on évoque un fond rouge, hein. C'est ce que Ingres voulait, il voulait un fond rouge. En revanche, ce qu'on voit, c'est un carton qui est très fini. Euh, Vous voyez la bordure est complète, hein, elle fait tout le tour du personnage, alors que quand vous allez voir dans cette conférence d'autres cartons, eh bien, les bordures, dans la mesure où elles se répètent à gauche, à droite, etc., on en dessine la moitié ou un quart, et au peintre ensuite de reporter l'ornement de l'autre côté. Eh bien là, Ingres a terminé, a fait une bordure complète. Et donc, il a exigé également de rester propriétaire de ces cartons, c'est-à-dire qu'il les considère comme des œuvres d'art, il les finit comme des œuvres d'art, et il les expose également comme des œuvres d'art. Donc pour Ingres, il s'agit d'œuvres d'art et non pas seulement de documents techniques. Alors, je vous montre ici maintenant un dessin de Viollet-le-Duc. C'est le premier dessin, projet d'encadrement de Viollet-le-Duc qui date de fin octobre 1843. Et Viollet-le-Duc va rencontrer Ingres. Et à la suite de sa rencontre avec Ingres, il fait des observations qui sont cotées, que je vous ai agrandies, mais que je vous ai également transcrites. Donc, observation de Monsieur Ingres. Changer en fond bleu le fond rouge des figures. Donc voilà, vous avez l'explication. Si les fonds des figures sont bleus aujourd'hui, c'est parce que, au cours de cette discussion, Ingres a changé d'avis et a préféré un fond bleu. Donc, mettre en rouge le fond bleu des encadrements. Donc là, vous voyez que dans le dessin autour, on avait un ornement à dominante bleue. Eh bien, dans le vitrail final, l'ornement sera à dominante rouge. Modifier donc la coloration des ornements et ensuite d'autres indications pour alléger le baldaquin ou le dais, liées pour la construction à ceux qui décoreront les figures qui seront à côté, élever un peu plus les figures dans la fenêtre, disposer l'ornement de la base de telle sorte qu'on puisse y mettre le nom de la figure. Voilà donc un document extrêmement intéressant parce que il montre que ici, il y a d'abord eu un dialogue entre les deux artistes, celui chargé de la figure et celui chargé de l'ornement, avant de livrer un carton définitif à la manufacture. Et je voulais maintenant vous montrer un dernier vitrail, toujours de Dreux. C'est, j'ai mis vitraux de la coupole, mais c'est une erreur. C'est évidemment un vitrail, puisqu'il n'y a qu'un seul vitrail pour la coupole. Alors, c'est encore une commande de juillet 1845, et on demande dès la fin du mois de juillet 45 à Larivière le dessin qui devait représenter à l'époque le paradis. Et puis, il y a eu un changement d'iconographie dont on n'a pas vraiment trace, mais très rapidement, puisque le 15 août 1845, la rivière donne une première esquisse. Et cette esquisse représente la Pentecôte. Les maquettes et les cartons sont achevés respectivement en août pour la maquette, en septembre pour les cartons. Et ensuite, l'exécution a lieu au cours des années 1845 et 46, c'est assez long. Le tout est livré au magasin en 1847, posé en juillet 47, et on fera une correction sur le ciel en juin 48 parce que ça laissait passer encore trop de lumière. Alors, voilà la première esquisse, donc, qui est passée dans le commerce d'art il y a 2 ans. Et on conserve également pour le travail de la rivière les maquettes. Donc le cercle était divisé en trois et on possède deux des trois maquettes. Donc en voici une, elles sont conservées au musée de Dreux.
En voici une autre. Alors on voit bien, comme ce qui avait été demandé d'ailleurs pour les peintres du cycle du déambulatoire, hein, une maquette indiquant la coloration, la composition. On a ici quelques traces de la structure des panneaux de verre sur le fond, hein, sur le ciel qui domine les personnages. Et puis le carton ou les différents fuseaux du carton de la rivière, en grisaille cette fois, sont conservés. Ils avaient été conservés par l'artiste. Ils avaient même été montés en un grand dessin circulaire qui a été exposé à l'Expo universelle de 1855. Et voici ces dessins qui ont été restaurés au Louvre-Lens assez récemment. Et voici donc en cours de restauration. Et voici la fameuse coupole en vitrail. Alors, je voulais évoquer après Sèvres, donc quand même un gros morceau pour lequel on a finalement pas mal de documents qui permettent d'étudier ces chantiers, de bien voir à travers les différents dessins quels étaient les dialogues qui pouvaient exister entre la manufacture et les différents peintres auxquels elle commandait des dessins. Et je voulais évoquer maintenant l'atelier de Clermont-Ferrand, donc euh, les ateliers Clermont ont été nombreux et je vous rappelle le fameux orage de grêle en juillet 1835, donc vous avez quelques grêlons ici qui endommagent les vitraux de la cathédrale de Clermont. Et à ce moment-là, deux érudits locaux, Étienne Thévenot et Émile Thibault, se proposent de les restaurer. On leur donne une verrière test à faire et une fois que cette verrière est réalisée, eh bien, ils font chacun un atelier. Alors, celui de Thibault va connaître une grande longévité et va demeurer en activité jusqu'en 1940. Et 5 peintres verriers vont se succéder à la direction. Donc là, schématiquement, vous avez tous les peintres verriers. Donc le fil rouge, hein, c'est celui qui nous intéresse, c'est l'atelier d'Émile Thibault, auquel succédera Charles Desgranges. Il y en a un qui est éphémère juste après Desgranges, je ne l'ai même pas mis parce que il dure à peine un an. Ensuite, Félix Gaudin, de 1879 à 1892, et ensuite Adrien Barat jusqu'en 1940. Alors, le fonds d'archives est conservé. Euh, il est conservé pour une raison précise, c'est que le dernier propriétaire est mort à Blois et il avait fermé son atelier à Clermont sans revendre le fonds. Il avait emmené le fonds d'archives et lorsqu'il est mort, ou quelques années avant, il l'a cédé à la ville de Blois. Alors c'est un fonds qui n'a pas d'archives administratives, il n'y a pas de correspondance, on aimerait bien avoir des livres de comptes, des tas de choses comme ça, il n'y a pas. Il y a en revanche que des dessins. Voilà. Et on peut se faire une idée de l'importance numérique du fonds. On a environ 3000 dessins de grand format. Mais le compte n'a jamais été fait exactement, donc on peut mettre une fourchette entre 2500 et 3000. On n'a pas de maquette. On n'a que des cartons primitifs à grandeur d'exécution et des cartons secondaires, mais tout ça à grandeur d'exécution. Et cartons primitifs ou secondaires, je vais y revenir sur ce que j'entends par là. Donc, euh, lorsque Félix Godin va acheter ce fonds en août 1879, euh, il y a un inventaire qui est dressé et on, on estime qu'il y a à peu près, à cette date de 1879, donc à mi-parcours hein, de l'histoire de l'atelier, environ 1500 cartons, déjà, à l'époque. Ces cartons sont estimés 32 300 francs, mettons 32 000 francs. Bon. Euh, sur le prix total, ce prix constitue 53% du montant total du mobilier et 43% du montant total de la vente, mobilier plus bâtiment. Voilà. Ce qui veut dire que entre 43 et 53%, vous voyez que quasiment la valeur de l'atelier repose presque exclusivement, enfin à la moitié, sur ces cartons. Et ces cartons constituent donc la richesse de l'atelier. Alors évidemment, c'est une richesse risquée parce que un tel lot de carton, ça peut induire une sorte de production qui risque vite de devenir routinière, hein, et c'est ce que Félix Godin a essayé d'éviter justement.
Donc, lorsque l'atelier ferme en 1940, heu, Barat va vendre le fonds, comme je vous le disais, et à ce moment-là, on estime que le fonds de carton comprend autour de 2 500-300 cartons. Alors, ces cartons qui ne sont pas vraiment, classés, il y a juste une campagne photographique et qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Alors déjà, ils peuvent nous donner des informations, sur la date ou l'auteur de l'œuvre. Je vous montre, quelques exemples. Ici, un vitrail de Thibaut qui est signé et daté de 2 années d'ailleurs, 46 puis on a corrigé en 47 et en fait, c'est un carton qui a dû servir à une restauration pour un ange du 15e siècle. Et à droite donc, un carton qui est signé Gaudin, Clermont. Et ce qui est assez surprenant d'ailleurs, il faut critiquer aussi les sources parce que, a priori, Gaudin ne dessinait pas. Donc, il a signé sans doute pour présenter le carton du médaillon, mais c'est pas forcément lui qui est l'auteur, du dessin. Autres éléments intéressants que ces cartons peuvent nous apporter, toujours sur ce dialogue entre l'atelier, enfin les peintres sur verre et les dessinateurs, eh bien, ils peuvent nous renseigner sur les techniques de l'atelier. Alors, je vous montre déjà ici un carton. Heu, Gardons à l'esprit, hein, que ces cartons sont la richesse de l'atelier, donc ils sont précieux. Il ne s'agit pas de les abîmer. Donc, on va les protéger, les entretenir et surtout en faire des copies de travail. On va les calquer et c'est ce que vous avez ici. Alors, quand on dit un calque, c'est pas toujours sur un calque végétal, hein, c'est parfois sur un papier fort, on double le dessin et ici, on a un carton, donc qu'on pourrait presque dire secondaire, un carton primitif à gauche, secondaire à droite, sur lequel on a placé les traits de coupe, on a mis, des codes pour les couleurs des verres et on a également dessiné les différents endroits où il y aura des rehauts au jaune d'argent. Autre type de, carton primitif et de carton, secondaire. Voilà ici à gauche un carton, primitif de Sainte Thérèse d'Avila et à droite, un carton secondaire, ce qu'on appelle parfois dans l'atelier une silhouette. Donc à dimension, réduite, qui a été fait de la même figure et que le carton ne proposait que la figure. Là, on a repris la figure en silhouette et puis on a augmenté par, quelques éléments de paysage qui ont été, complétés. Autre exemple donc de copie, un carton original à gauche de, saint François de Sales qui donne la règle des visitandines à Sainte-Jeanne de Chantal, carton qui n'est pas daté. Qui a dû servir quand même pour être agrandi, heu, peut-être pour, une verrière plus grande sans doute. Vous voyez qu'il a été mis au carreau. À moins que ce soit une mise au carreau qui soit postérieure, enfin qui ait été réalisée au moment où on transférait une maquette donc à la dimension de ce carton. Et à droite donc carton, dérivé ou carton secondaire qui reprend la composition des personnages et qui l'inclut, qui l'adapte à la forme découpée ou chantournée de la lancette. Alors, ici toute une série donc de cartons à grandeur d'exécution. À gauche, le carton primitif qu'on va revoir tout à l'heure, donc un Saint-Georges terrassant le dragon à ses pieds, signé daté de Paul César Gariot, Paris, 1855. Et à droite, 3 cartons secondaires. Heu, les 2 premiers au centre sont des silhouettes pour un saint Georges, hein, vous voyez toujours le saint qui terrasse un dragon, heu, plus ou moins, abouti. Vous voyez qu'on a, et vous avez pas les dimensions ici, mais chaque fois les dimensions sont différentes, hein, de l'original. Donc c'est des dessins qu'on a réalisés au pantographe. Et puis, heu les 3 premières œuvres à gauche sont des Saint-Georges, mais le dernier à droite, n'est sans doute plus un Saint-Georges. Vous voyez qu'on a supprimé le dragon,
on a retourné le pilum, maintenant la pointe est en l'air et donc eh bien, il peut servir pour un saint militaire, un saint Maurice, un saint Victor ou ce qu'on voudra, si on veut. Voilà, donc technique de l'atelier, on conserve le carton d'origine précieusement et on en fait des copies. On l'agrandit, on le rapetisse à l'aide du pantographe et on ne garde parfois que la figure ou quelques éléments de la figure dans les cartons secondaires. Alors, autre document qu'on peut trouver à l'atelier, ce sont des photographies. Ici, le plâtre de Vercingétorix, donc de la statue de Bartholdi, donc exposée au salon de 1874, euh, acheté par l'État et déposé aussitôt au musée de Clermont, où il a été photographié. Vous avez à droite une photographie en deux parties hein, sur un papier photo, donc qui ont été ici posées l'une contre l'autre pour la photo. Et ce qui veut dire que si on a photographié cette œuvre, c'est qu'on comptait bien s'en servir. Et il se trouve qu'on a la série complète des documents. Voilà ici un carton à gauche qui reprend la figure de Vercingétorix. Et cette fois, c'est encore pour un saint, et là c'est Saint Georges. Euh, qui combat également le dragon, et le vitrail à droite, qui se trouve dans une église de Moulins, et qui date de 1875, donc c'est très rapide finalement, après la présentation de l'œuvre au salon. Alors ce qui est le plus intéressant pour l'ensemble du fond de Clermont, c'est que ça va nous donner beaucoup de renseignements sur ces cartonniers qui sont extérieurs à l'atelier, souvent, parce que parfois, eh bien, ils signent leurs œuvres. Les vitraux qui résultent de la collaboration ne sont pas signés, mais parfois les cartons sont signés. Et puis à partir de certains cartons signés, on peut faire des attributions sur critères stylistiques. Alors, je vais vous passer quelques exemples. Donc, Auguste Ledoux, qui a été un collaborateur de plusieurs peintres verriers, Diderot, Xaël, Bazin, Auménil-Saint-Firmin, plutôt spécialisé dans les styles néo-médiévaux, et pour lequel on possède un carton qui est signé pour un arbre de Gessé. Euh, donc, voilà, pour Ledoux, je passe rapidement. Je veux m'intéresser à Gariot parce que c'est un personnage pour le coup qui est très très peu connu. Donc Paul César Gariot, voilà quelques éléments de sa biographie. Il est né à Toulouse, il a été formé à Madrid, hein, à l'Académie royale Saint-Ferdinand. Il a exposé au Salon à Paris de 1843 à 1879 et on trouve dans parce il signait et il datait ses cartons, ce qui est très pratique. Et donc les dates repérées, c'est entre 1852 et 1859. Alors revoici notre Saint-Georges qu'on a vu tout à l'heure. Et pour cette œuvre de vitrail d'un Saint pour Saint-Sur-Sioule, Gariot avait dessiné donc le Saint-Georges et puis les deux scènes qui accompagnaient la figure du saint. Et voilà ici le vitrail qui en résulte et qui est conservé. Euh, alors ça, c'est un clin d'œil à un auditeur qui est peut-être dans la salle ce soir et qui, s'il n'est pas dans la salle, regardera la conférence quand elle sera en ligne et qui cherchait l'auteur de ce carton réutilisé plusieurs fois par Thibaut. Et bien voilà, c'est encore un autre combattant. Alors c'est Saint-Michel, c'est un archange, hein, plus Saint-Georges. L'œuvre est datée également. Et là, pour le coup, elle a servi à la fois à Thibaut, mais également à ses successeurs jusqu'à la fin du siècle. Alors, Gariot est l'auteur également d'un certain nombre de grandes figures d'apôtres ou de prophètes. Je passe un petit peu rapidement. On lui connaît également des scènes de la vie du Christ qui sont à chaque fois toujours signées. Alors, les cartons sont, même si je vous ai dit tout à l'heure qu'on les protégeait, sont pas toujours en très très bon état. Et donc, les signatures et les dates sont parfois sur des bordures et parfois elles sont un petit peu fragmentaires. Alors, un élément intéressant qui est apparu sur le commerce d'art dans les 10 dernières années, eh bien, on a vu passer des maquettes de Gariot.
Et bon, il est fort dommage qu'elles aient pas été achetées et qu'on n'ait pas pu les mettre dans le fond en regard des cartons. Mais voilà, on retrouve bien les mêmes types de personnages. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est que ces maquettes ne sont pas colorées. Enfin, celles que, voilà, les trois que j'ai vues, ce sont des maquettes qui sont en grisaille ou en camailleux. Et ce qui veut dire donc que dans le dialogue entre le peintre, donc Thibaut et Gariot, ce qui intéressait Thibaut finalement, c'était la composition de la figure, voilà, l'invention de la figure. Et que le reste, que ce soit l'entourage, toute la partie ornementale, et même les couleurs qu'on va donner aux personnages, aux vêtements, etc., tout ça restait l'apanage du peintre-verrier. Alors, autre personnage original qui mériterait une étude solide, c'est Benoît-Alexandre Grelet, né à Vienne en 1835 et mort à Saint-Maur-des-Fossés en 1918. Alors, c'est quelqu'un qui a été religieux pendant un certain temps. Il a été frère des écoles chrétiennes entre 1855 et 69. Et à cette époque-là, il s'appelait frère Athanase et il signait souvent comme ça. Il exposait au salon souvent sous ce titre-là, frère Athanase. Et il a présenté ses premiers vœux à Clermont, justement, en 1855. Mais il avait été auparavant l'élève d'Horace Vernet et de Félix Barrias. Et on a trace de ses œuvres au salon de 1861 jusqu'en 1891. Alors, son nom est traître parce qu'il avait un frère, François Grelet, qui a été également frère des écoles chrétiennes, sous le nom de frère Athanase Martyr. Voilà, faut les différencier. Voilà. Et donc lui aussi était élève, peintre, élève de Barrias, mais il a été élève de son frère aîné, ce qui complique encore les choses. Et ses passages au salon sont un petit peu plus réduits que ceux de son frère. Alors, le premier Grelet a quitté les ordres. Alors, vous savez que les frères des écoles chrétiennes avaient que des vœux triennaux. Donc, tous les 3 ans, ils pouvaient choisir de quitter l'ordre. Et c'est ce qu'a fait Benoît-Alexandre Grelet, puisqu'après, il s'est marié. Il est l'auteur d'une nombreuse famille. Alors, voici euh, un des, des cartons donc signés de Grelet, où on repère tout de suite que le personnage principal a une auréole qui est repeinte à la gouache, blanche, et qui apparaît très fortement. Et ça, c'est un signe qu'on va retrouver dans tous les dessins de Grelet, et qui a beaucoup aidé d'ailleurs à identifier certaines scènes. Alors voici ici une photo mauvaise. C'est un tirage qui traînait dans l'atelier Gaudin à Paris. Et vous voyez ces auréoles peintes à la gouache assez significatives. Et il se trouve que j'avais repéré le vitrail à Lezoux. Et eh bien, c'est simplement que quand Gaudin a quitté Clermont pour s'installer à Paris, il a gardé quelques photos qu'il avait faites de cartons qui se trouvaient à Clermont. Et qui aujourd'hui, donc, sont partis avec le fond à Blois. Et voici le carton original en 2 parties, donc de Saint-Pierre qui envoie saint Austremoine, c'est un sujet très clermontois, très auvergnat, pour prêcher et évangéliser les Arvernes. Et voilà un des vitraux qui a été réalisé d'après ce carton, qui se trouve à l'église de Lezoux. Brelet est aussi l'auteur des grands vitraux dessinés, enfin exécutés par Desgranges pour les espaces neufs de la cathédrale de Clermont, au moment où la construction des flèches de Viollet-le-Duc s'achève. Il y a des chapelles à la base et on a deux grandes verrières. Donc ici, un baptême de Clovis pour lequel donc on a les dessins de Grelet. Et là, c'est pas signé, c'est pas une attribution stylistique, mais on a des documentations dans les archives, dans les, le bulletin paroissial, le bulletin diocésain, pardon, de Clermont. Voilà la partie haute de ce vitrail, donc le Christ qui envoie ses apôtres prêcher, et on retrouve toujours les mêmes types d'auréoles. Le vitrail en face, c'est un vitrail très original, avec une scène représentant la légende de Sainte Zite, qui était la patronne des domestiques, et le vitrail a été offert
par les domestiques de Clermont. Et là encore, on possède les témoignages donc de la semaine religieuse qui nous disent que c'est Grelet qui a peint les cartons et les cartons eux-mêmes. Le grand vitrail donc de la chapelle, d'une chapelle de la nef de Clermont, qui était une chapelle qui était dédiée à la paroisse de la cathédrale, avec ce grand vitrail représentant donc le mariage de Saint Louis en haut et en bas Saint Louis qui apporte la sainte couronne d'épines à la cathédrale et pour lequel on a également toutes les lancettes, dessinées donc par Grelet. Alors, je laisse Grelet, qui est finalement un assez bon peintre d'histoire, hein, qui mériterait d'être un peu plus connu, pour en venir à Louis Lamotte, dont je ne vous parle très peu, donc un élève de Flandrin à Lyon puis à Paris, élève d'Ingres également, qui a exposé au Salon, et pour lequel on a un carton conservé dans le fond de Clermont et qui est daté de 1859. Mais pas l'œuvre, évidemment, je ne peux pas en parler beaucoup. Auguste Jules Sage, encore peut-être moins connu que le précédent, qui est un poète aussi, peintre d'histoire, qui expose régulièrement au Salon pendant une trentaine d'années, qui a été sociétaire des artistes français et qui est aujourd'hui plus connu des philatélistes hein, en raison de la création d'un timbre de 15 centimes. Alors, lui aussi, il signe parfois, et c'est bien pratique parce qu'on a pu lui attacher un certain nombre de cartons dans l'atelier. Voilà, c'est quelques cartons de Sage pour des figures de saints. Et je vais arrêter là sur les cartons euh, pardon, sur les cartons de l'atelier clermontois. Euh, Simplement, je voulais terminer sur cet atelier clermontois en disant que c'est un atelier un fonds d'atelier d'une grande richesse qui n'a évidemment pas livré tous ses secrets et qui mériterait une étude plus approfondie. Mais en tout cas, tous ces documents sont très intéressants justement pour évoquer ces dialogues entre les cartonniers et les différents titulaires de l'atelier, que ce soit Thibaut, Desgranges, Gaudin ou même Barat, le dernier. Alors, maintenant, je voulais évoquer quelques cartonniers parisiens, donc entre 1880 et 1914 à peu près, et qui ont travaillé pour plusieurs, plusieurs peintres verriers, parisiens pour la plupart, mais pas seulement. Et donc, ces peintres verriers parisiens et ces cartonniers parisiens, je vous ai mis une image d'un vitrail qui n'est pas français, qui est un vitrail de Boston, et qui a été réalisé par Houdinot, mais par un de ces peintres cartonniers dont je voulais parler. Là, c'était Livaché. Mais parlons d'abord donc de Louis Stanley, donc un peintre qui est un spécialiste du vitrail médiéval et euh, qui est d'abord un peintre ornemaniste, cartonnier de tapisserie, de vitraux. Euh, Après le vitrail qu'on lui a demandé de dessiner pour l'église Saint-Germain-l'Auxerrois en 1839, il va travailler sous les ordres d'architectes comme Jean-Baptiste Lassus, Eugène Viollet-le-Duc, Emmanuel Boisvillewald, et très tôt il va collaborer avec de nombreux peintres verriers. Donc, je cite un peu en rafale Louis Bonneau, qui sera son beau-frère, Nicolas Coffetier, Adolphe et Édouard Didron, Henri Gérante, Goglet, Auguste de Martel, Julien Fournier, Charles Le Prévost, Antoine Luçon, Eugène Oudinot, Baptiste Petit-Gérard, Claude Riquier-Vélo, Étienne Thévenot, Félix Godin. Enfin, vous voyez, un nombre très important de peintres verriers partout en France, hein. Non seulement des Parisiens, mais des Lyonnais, des Tourangeaux, etc. Et c'est un peintre qui a beaucoup de notoriété, si bien que souvent on lui commande les œuvres à lui et c'est lui qui va sous-traiter, chercher après le peintre verrier avec qui il va collaborer. Euh, et il reste propriétaire des cartons. Les cartons ne restent pas dans l'atelier, il les récupère euh,
alors souvent ce sont des cartons pour des médaillons, hein, quand même, donc on ne sait même pas s'il élaborait une maquette avant. En tout cas, j'en connais pas de conservé. Il meurt en 1885. Il a un fils donc qui va prendre la suite, Adolphe, qui va poursuivre son travail dans le même esprit, qui mourra tragiquement en 1908. Et ensuite, ce fonds d'atelier va dormir un petit peu et il va être dispersé aux enchères dans les années 20. Et plusieurs ateliers français vont en récupérer des fragments. À l'époque, Gaudin en avait acheté et je sais qu'il y en a eu un fonds aussi qui a été acheté par Didier Alliot, qui se trouve chez Vitrail France, etc. Il y en a qui ont été achetés par des collectionneurs américains pour servir de modèle. Enfin voilà, le fonds a été dispersé un petit peu à ce moment-là. Mais c'est un peintre verrier qui est très intéressant parce que vous voyez que très tôt, on est en 1860 ici, eh bien, on a une signature, c'est pas une signature, c'est simplement la, la mention de son nom, donc, au bas d'une verrière. Ici, on est en Haute-Marne, au Montier-en-Der, dans une verrière de Nicolas Coffetier. Et je vous montre aussi ici un vitrail de Julien Fournier à Tours. Et donc j'ai agrandi la signature d'après Stanley, 1884. Donc vous voyez que la notoriété du peintre est telle que, un, il garde ses cartons, deux, les œuvres sont parfois attribuées même sur le vitrail lui-même. Alors, j'évoquerai assez rapidement Steinheim, mais là je vous montre non plus un carton, c'est pas un vrai carton, c'est une photo d'après carton, une photo réalisée par Félix Gaudin pour un médaillon destiné au vitrail des archevêques, des évêques de Clermont qui ont été canonisés. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce carton? Euh, que le dessin de la forme des médaillons n'a pas été dessiné. Il y a juste la partie centrale. Donc ce dessin, vraisemblablement, il est à l'initiative du peintre Verrier. Ou, comme on est dans une cathédrale, peut-être de l'architecte des monuments historiques. En tout cas, à Clermont, ce dessin qui reprend les quadrilobes à redans euh, des vitraux médiévaux qui se trouvent dans le cœur de la cathédrale de Clermont s'imposait un petit peu de manière obligatoire. Alors, pour ce qui est des coupes, hein, les traits de contour dessinés par Stanel sont suffisants finalement, et à peine sur certaines parties de fond qui sont un petit peu larges, il y a des parties qui sont recoupées. Mais les traits fournis par Stanel sont suffisants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, on voit des éléments qui sont écrits, euh, des codes, des codes couleurs. Et Stanley a proposé les couleurs en utilisant un référentiel, et ça, c'est le référentiel de chez Gaudin à Clermont. D'ailleurs, il y a certaines couleurs qui sont marquées le H Gaudin, qui correspond à un bleu très très pâle, notamment pour le voile du sanctuaire là, que vous voyez au centre. Eh bien, ce H Gaudin, c'est une couleur que Gaudin possédait et que Gaudin avait nommée H, ce qui est assez euh, voilà, original. En revanche, il y avait encore une chose que Gaudin devait faire. Il devait latiniser les, les, les légendes. Ici à droite, sur le dessin, vous voyez qu'il y a S urbique. Et ce que vous voyez sur la gauche, même si la photo n'est pas très bonne, c'est S urbicus. Voilà, toutes les légendes, les noms francisés que Stanley a utilisés dans le carton ont été latinisés dans le vitrail exécuté pour la cathédrale de Clermont. Et ici, je vous montre encore une autre comparaison entre le vitrail à gauche, le panneau, et le carton à droite. Là, c'est Saint-Sidoine Apollinaire. Et donc, bon, vous ne le voyez pas, mais je vous assure que le nom a été latinisé sur le vitrail. Alors, je vais abandonner Stanley pour évoquer un autre cartonnier très connu, au moins des spécialistes du vitrail 19e siècle, enfin son nom est partout. Donc Joseph-Émile de Lalande, donc, qui est né en 1818, pas loin
d'Orléans, et qui meurt à Fontainebleau en 1913. Donc il a été l'élève d'Alfred Gérante pendant 4 ans, puis ensuite, pendant une dizaine d'années, il a été élève de Diderot, mais peut-être pas à temps complet, parce que au cours de cette période, il a fait aussi 2 ans de service national, donc. Et puis, qui va bifurquer à partir de 1877, il passe un concours et il est employé à la ville de Paris, il va être répartiteur des contributions directes. Voilà. Ce qui veut dire que le dessin pour le vitrail, pour lui, ça va être une sorte de hobby qu'il va réaliser, mener de front avec son travail de fonctionnaire des contributions. Donc, cartonnier occasionnel, certes, mais qui va se spécialiser dans les styles néo-médiévaux et qui travaille. On a repéré pour le moment Lucien Chatin à Clermont, Félix Gaudin, puis Adrien Barat toujours à Clermont, Charles Lorrain à Chartres, Jules Laurent à Blois, Emmanuel Champignol à Bar-le-Duc, Eugène Huchet au Mans, Bégul à Lyon, et pour les ateliers parisiens, d'Édouard Didron, Eugène Oudinot, Félix Gaudin de nouveau, Émile Adair, Charles Champignol. Donc quelqu'un qui est un petit peu comme Stadel, hein, travaille pour beaucoup d'ateliers. Alors je voulais vous montrer une maquette, et qui est une maquette de proposition. Euh, alors cette maquette, elle est monogrammée. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît les cartons et les quelques maquettes qu'on a d'Émile de Lalande, c'est qu'il a un monogramme très beau, un E, une grande hampe, et qui dessine le D. Et parfois, il complète ce monogramme par une date placée au-dessous. Donc cette maquette est signée. C'est bien une maquette de proposition parce que vous voyez que sur les côtés, il y a deux éléments d'ornement qui peuvent remplacer, se substituer à l'ornement qui figure sur la partie centrale. Et puis il y a en bas, euh, voilà, bon, ça c'était pour l'ornement, il y a une inscription. Alors elle est très peu lisible, mais moi je peux vous la lire puisqu'il est écrit genre de fenêtre à figure. Les figures auraient le caractère byzantin quant au costume, mais seraient modelées à la façon des fresques byzantines et non celles données dans le dessin. C'est-à-dire que si vous reprenez le dessin, vous voyez que le visage n'a pas vraiment un caractère archaïque, néo-médiéval, mais il exige, enfin, pour le vitrail qu'il propose, eh bien, il suggère que non seulement le costume soit traité de la manière byzantine, mais également le visage de la figure elle-même. Alors, quelques vitraux, donc ou cartons, pardon, de Monsieur de Lalande. Ici, des cartons de 1905 qui ont été dessinés pour l'atelier Lorrain de Chartres et qui étaient destinés à un vitrail de La Ferté-Massé dans l'Orne. Vous avez l'original à gauche et sa photo à droite qui se trouve aussi aux archives Lorrain, donc aux archives municipales de Chartres actuellement. Alors, ce qui veut dire que là encore, on peut penser qu'un carton est précieux et qu'on va chercher à protéger l'original en conservant une photographie qu'on peut toujours agrandir ou rapetisser si besoin. Euh, Autre carton, donc, un carton à grandeur pour un vitrail de l'église de Brive-la-Gaillarde, la collégiale de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Le vitrail est réalisé par Félix Gaudin, d'un Saint-Michel. Euh, Oui, qui terrasse le dragon, Saint-Michel, bien sûr. Euh, et le vitrail date de 1895. Alors, ce vitrail est monogrammé. Alors, il faut me croire sur parole, hein, mais voilà, le monogramme existe et le vitrail existe encore aujourd'hui. Voilà, agrandi donc la partie haute donc et du vitrail et du carton. Donc, on voit que finalement, les traits de coupe vont suivre bien sûr les contours du dessin, ce qui paraît normal, mais que pour le fond, eh bien, Godin va ajouter parfois sur des grandes plages quelques traits de coupe pour alléger le dessin, la coupe des vers. En revanche, d'après ce
carton et en l'absence de maquettes, mais les maquettes ont peut-être existé, mais en tout cas elles ne sont pas conservées, il semble que ce soit Gaudin qui soit libre du choix des couleurs. Mais jusqu'à preuve du contraire, hein, si la maquette existait, évidemment, on pourrait en dire un peu plus. Alors, je vous montre maintenant quelques cartons pour l'atelier Gaudin de Clermont, donc qui sont aujourd'hui conservés à Blois. Donc vous voyez à gauche qu'il y a une ébauche, une proposition pour deux ornements. Et là, vous voyez que comme c'est pas une œuvre finie, hein, c'est pas un carton d'Ingres, eh bien Delalande s'est concentré sur 20 centimètres de l'ornement à gauche et à droite, et que le reste, eh bien, est à disposition donc du peintre, du peintre sur verre ou de l'atelier. Alors, une surprise qu'on a trouvée dans l'atelier de Blois, eh bien, un carton qui n'est pas dans un genre archaïque, néo-médiéval ou néo-renaissance. C'est aussi assez original. Donc, ces enfants devant la Vierge de la Salette et avec le monogramme et la date de 1889. Voilà, c'est une originalité. Je vous montre d'autres styles de, de carton, donc un carton plutôt néo 15e ou néo-Renaissance pour la Ferté-Bernard, qui possède d'ailleurs la co-signature en bas. Vous ne voyez peut-être pas très bien, mais c'est donc Delalande, dessinateur, et Ferdinand Huchet, Le Mans. Encore une surprise que j'ai trouvée sur un vitrail de Celles-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher, une co-signature de Barat à gauche, et donc ça se lit de gauche à droite, Adrien Barat, donc peintre verrier Clermont-Ferrand, et le monogramme et la date donc d'Émile Delalande. Ça, c'est une rareté parce que j'ai jamais trouvé ailleurs dans les vitraux. Le monogramme restait toujours sur les cartons jusque-là. Alors, je vais laisser Delalande pour évoquer rapidement Luc-Olivier Merson, donc, qui est le fils d'un critique d'art, qui est peintre décorateur, Grand Prix de Rome en 1869, ornemaniste, illustrateur de livres, créateur de modèles de timbres, de billets de banque, auteur de projets de vitraux et de tapisseries, etc. Alors, dans le domaine des vitraux, il a travaillé principalement avec Eugène Guinaud, puis avec Félix Gaudin, mais également avec Marcel Delon et Auguste Lubens. Alors, on va se déporter un petit peu aux États-Unis. Voilà, au Metropolitan, un grand vitrail qui est au Metropolitan Museum depuis le début du XXe siècle. La danse des fiançailles. Le vitrail donc est de Merson, il a été réalisé en 1885 pour le Knickerbocker Building de Manhattan, et il avait été commandé par Isaac Bell et son épouse Adélaïse Mott. Donc une très très belle composition dont on connaît aujourd'hui la maquette, hein, qui est conservée au musée de Beauvais. Je suis désolé, la qualité de mon image n'est pas transcendante. Alors, on en connaît également le carton à grandeur, hein, dont voici une photo ancienne. Donc ce carton à grandeur a été exposé par deux fois par Merson, donc qui considère donc que le carton peut être une œuvre finale, hein. Il l'expose au Salon de 1986 et il avait été exposé également dans une exposition d'art décoratif 2 ans avant. Donc euh, le carton est acheté par l'État, il est déposé au Sénat et aujourd'hui il est introuvable. Donc il est heureusement connu par quelques photographies. Donc une photo à peu près complète avec la partie ornementale. Et ici une photo qui se trouve dans l'atelier Gaudin, qui est pas en très bon état. Et puis il existe également euh, une, euh, un fragment du carton ou une copie du carton original qui se trouve également au musée de l'Oise, qui est un carton donc en grisaille avec des rehauts de gouache blanche. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on possède une lettre d'Oudinot à Merson qui date du 7 septembre 1885, lorsque Oudinot découvre le carton de Merson.
donc on lui a dû lui envoyer par la poste, et il écrit à Merson: «Votre carton est tout simplement superbe et votre esquisse un bijou de distinction». Voilà, il en raconte encore et après il dit: «Toute ma crainte est d'éreinter ça avec mes coupes. Mais que faire?» Voilà, donc cette lettre nous dit clairement que le premier travail du peintre verrier, c'est de placer les coupes de verre. Alors évidemment, pour les figures, on va encore suivre les contours des personnages, du mieux qu'on pourra, bien sûr. Et vous voyez que dans la partie figurée, le trait de coupe se fait un peu oublier finalement. Hein, on a un contour, les personnages sont bien délinéés. En revanche, c'est pour le fond de paysage où là, on a des carreaux rectangulaires, selon la technique qu'on appelle parfois vitrail monté au carreau. Voyez. Donc le paysage, c'est uniquement des verres rectangulaires. Donc le deuxième travail du peintre verrier, ça va être évidemment de choisir les verres. Non seulement les couleurs, mais d'abord les verres. Et là, on se rend compte que les verres sont relativement fins, ils sont chimiquement très purs, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de verre qui cherche à imiter les vitraux du Moyen Âge et à valoriser les jeux de la lumière sur les impuretés du verre. Au contraire, on a un verre très pur chimiquement, sans altération, mais qui va magnifier la peinture sur verre, parce que c'est vraiment un superbe travail de peinture. Alors on va le revoir sur l'œuvre suivante. Donc les pèlerins d'Emmaüs, toujours au vitrail d'Oudinot, d'après Merson, 1883, donc un petit peu plus ancien que le précédent, et qui se trouve dans l'église de Riverdale, dans l'État de New York, au nord de l'État de New York. Pardon, au nord de la ville de New York, hein, c'est encore dans le quartier du Bronx. La maquette n'est pas conservée. Ici, on a un document qui provient de l'atelier de Merson, qui se trouve aujourd'hui au musée de Moulins. Euh, c'est une étude ou un double de la maquette, on ne sait pas, mais qui a servi à Merson pour créer le carton à grandeur, parce que vous voyez, il a été carroyé. Le carton est conservé en partie, au moins pour la lancette droite, et ce qui est intéressant, c'est que sur le bord du carton, il y a une petite note à destination du peintre sur verre, pour l'exécution du drapé du bras gauche de l'apôtre. Il y a écrit: bien suivre le modèle de la maquette, ne pas trop arrondir les plis. Alors cette note, c'est vraiment très intéressant, ça prouve que le peintre sur verre se servait à la fois du carton qu'on lui avait donné, mais également de la maquette qui fournissait bien sûr les couleurs. Et le peintre était chargé de regarder les deux documents pour arriver à son travail final. Alors, on sait aussi que dans l'atelier Oudinot, il y avait des peintres qui étaient sur verre, donc qui étaient des élèves de Merson et qu'on choisissait exprès pour peindre les figures d'après le style de leur maître. Ces peintres, c'était Delon, Ader ou encore Lubens, qui étaient employés chez Oudinot à cette époque-là, avant de créer leur propre atelier après la mort d'Oudinot en 1889. Alors, ces vitraux donc de Merson et d'Oudinot, qui sont des œuvres d'art à part entière, des œuvres d'art géniales, sont toujours co-signés par les deux. Il y a toujours le nom de Merson et le nom d'Oudinot qui donnent une preuve un peu, enfin, cette double signature, de l'étroite collaboration dans la genèse des œuvres. Et je voulais évoquer pour finir Eugène Grasset, donc un peintre né à Lausanne en 1845, installé à Paris en 1870 et qui décédera à Sceaux en 1917. Alors il est connu comme décorateur, affichiste, ornemaniste, illustrateur de livres, enfin bref, les talents de Eugène Grasset sont vraiment multiples. Dans le domaine du vitrail, il a travaillé avec Lucien Bégulle à Lyon, mais surtout et principalement avec Félix Gaudin, tant à Clermont-Ferrand qu'à Paris. Et en 1894, Félix Gaudin évoque dans un article la collaboration des deux hommes. Et il écrit: voici comment, depuis plus de 7 ans que j'ai eu la bonne fortune de travailler avec Grasset, nous avons toujours procédé. D'accord dès la conception de l'œuvre. Nous marchons la main dans la main durant toute sa genèse, ne hasardant rien que fixer sur ce que nous voulons et pouvons.
Assurer ainsi l'un d'obtenir des cartons expressifs autant que faciles à traduire, l'autre de ne voir jamais ses conceptions amoindries ou dénaturées par l'exécution. Fin de citation. Voilà donc une citation qui est assez géniale parce que elle nous donne bien le programme d'action, hein, que s'étaient fixé les deux hommes. Alors voici ici un jeu de maquettes. Donc à gauche, deux maquettes pour des vitraux d'une église de Houston, au Texas, et à droite, une maquette pour un vitrail de la Vierge à l'Enfant dessiné à une chapelle privée de la commune de Voin dans le Puy-de-Dôme. Tous les vitraux sont détruits, hein. Je ne peux pas vous montrer la chaîne complète. Donc c'est le style Grasset est bien reconnaissable, très décoratif, ornemental. Grasset conçoit à la fois la figure et à la fois l'ornement, évidemment, hein. C'est une œuvre totale. Des œuvres, celles que je vous montre ici, ont été exécutées à l'époque où Gaudin était encore à Clermont. Donc il rencontre Grasset en 1887. Et Grasset est parisien, donc il lui achète, il lui commande des verrières, lui donne enfin des maquettes, il lui euh, donne les dimensions. Et ensuite, eh bien, il ramène les maquettes à Clermont et les cartons. En voici un ici dans le fond de Blois, toujours. Euh, Carton à grandeur qui a été dressé. Là, c'est pas Grasset, on voit bien que c'est pas à la main de Grasset, hein, c'est un garçon d'atelier qui a dessiné le carton. Et on a parfois, alors ça c'est encore un carton qui se trouve dans le domaine, dans le fond de Blois, donc ce fond d'atelier de Blois pour les stigmates de Saint-François. Et ici, le carton pour un vitrail de Rion, encore en place. Donc là, on n'a pas la maquette, on n'a que le carton grandeur, mais il semble bien que le carton grandeur soit ait été réalisé par Grasset, soit ait été retouché par lui, parce que la qualité vraiment des figures notamment est très proche du vitrail destinataire. Donc, voilà en cours les différents éléments qu'on peut trouver chez Grasset. Donc, maquette évidemment, carton parfois, et on a quelques cartons pour, à l'époque où Félix Gaudin était désormais à Paris, quelques cartons où on voit clairement que le maître a dessiné ou a retouché en tout cas les cartons dressés dans l'atelier. Je vous montre une œuvre qui est bien documentée, c'est le vitrail de la Sainte-Chapelle de Vic-le-Comte. Donc Vic-le-Comte, une petite bourgade donc de la comté d'Auvergne. Voilà ici à droite le vitrail, donc une image qui est en fait c'est un photomontage, hein, parce que le vitrail peut pas être photographié comme ça. Et à gauche la maquette que je vous remontre, pardon, plus en détail. Maquette qui était conservée donc dans l'atelier Goudin, qui se trouve aujourd'hui au musée d'Orsay. Donc c'est un vitrail dont l'iconographie a été imposée par le service des monuments historiques, parce que c'est l'iconographie du vitrail de la Renaissance qui s'y trouvait avant que le vitrail disparaisse à la Révolution. Donc les, les artistes n'ont pas le choix, ils doivent reprendre l'iconographie d'origine. Et une fois que cette maquette a été dessinée, le carton est perdu. On imagine qu'il a été dressé dans l'atelier. Grasset n'y a pas mis la main, mais Grasset a beaucoup de sollicitude quand même pour les peintres de l'atelier et euh, il va réaliser des dessins d'exécution pour que les peintres de Survers puissent suivre son graphisme. Là, je vous montre les inscriptions en gothique qui se trouvent au bas du vitrail et qui mentionnent à la fois Grasset et à la fois Gaudin. Là encore, pour Gaudin et Grasset, les œuvres sont très souvent co-signées des deux. Et voici ici, pour la tête de GC, un détail d'exécution sur calque, un très beau dessin, et qui est fourni directement par Grasset. Et pour le coup, là, c'est très facile, hein, on peut le mettre sur un chevalet vitré, poser la pièce de verre par-dessus, et le peintre, dans l'atelier, n'a plus qu'à suivre le dessin de Grasset. Et on a comme ça
plusieurs de ces détails d'exécution qui sont conservés. Donc aujourd'hui, ils sont au musée d'Orsay. Voici un détail ici pour, euh, je crois que c'est Matathia, des ancêtres du Christ. Ici pour Ézéchiel. Et donc, vous voyez, ce qui intéresse Grasset, finalement, c'est pas tellement le drapé les vêtements, c'est vraiment les figures, les visages, hein, et les mains. Et tous les détails d'exécution qu'on possède pour ce vitrail euh, de Vic-le-Comte, donc de 1891, ce sont des détails pour les visages et les mains. Alors, avant d'en terminer, bon, j'ai passé un peu rapidement comme ça trois lieux, hein, trois époques également. Je voulais terminer en vous montrant deux documents originaux qui ont servi d'ailleurs pour la publicité de cette conférence. euh, et qui ont été réalisés pour un vitrail qui existe peut-être, mais dont j'ai pas la preuve de son existence. Donc vous avez ici une maquette, une allégorie de la vérité qui brandit son miroir. Et c'était un projet pour un vitrail circulaire qui devait occuper un plafond au Palais des Beaux-Arts de Rio de Janeiro, au Brésil. Le projet a été dessiné par l'architecte Adolfo Morales de los Rios vers 1906-1911, la date n'est pas très précise. Et donc l'œuvre existait chez Gaudin et elle a été photographiée. Et ce que vous voyez, les cotes, hein, V4735, V073, V073, c'est gravé dans la gélatine, c'est le numéro de la plaque photo. Et il se trouve que on a également conservé dans le fond Gaudin deux plaques de verre représentant un personnage de dos, donc un garçon d'atelier, un peintre de l'atelier, en train de dessiner le carton à grandeur. Et alors on aperçoit sur la gauche du personnage le carton punaisé, on le voit mieux sur l'image suivante, et vous reconnaissez bien cette figure de femme brandissant son miroir. Et donc là, on a encore le numéro V4735, qui est le numéro du carton dans le registre des cartons. Et voilà cette dernière photo prise plus éloignée du sujet, ce qui fait qu'on voit beaucoup mieux la maquette punaisée au mur. C'est un autre élément du carton, hein, sans doute une partie basse, et qui vous donne en même temps une ambiance, un coin de l'atelier avec la table et les outils des peintres, notamment le plumeau qui sert à épousseter et à enlever un petit peu les surplus de fusain. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai terminé mon parcours et je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour les questions si c'est possible.